Une fillette de 6 ans serrait son ventre douloureux, sa robe maculée de BOE. Elle avait été abandonnée dans la forêt par son propre père, avec une valise ouverte, des vêtements éparpillés sur le sol. « Ne m'appelle plus jamais papa », avait-il dit froidement avant de tourner le dos et de s'éloigner. La petite fille tremblait de peur, ses mains vacillant, comme si elle était sur le point de disparaître du monde. À ce moment précis, une Rolls-Royce s'est arrêtée à proximité. Un homme en costume blanc en est sorti, a regardé directement l'enfant et a prononcé une seule phrase qui allait changer le destin de 3 personnes d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Avant de commencer, laissez-nous un commentaire sur l'histoire et dites-nous, de 1 à 10, quelle note vous lui donneriez. Nous espérons que vous apprécierez ces histoires réconfortantes, ces histoires touchantes de notre chaîne, et maintenant, laissons-nous vous emmener dans l'histoire. Papa, j'ai mal, j'ai tellement mal au ventre, la voix tremblante de la petite fille a percé le froid matin, s'évanouissant comme un dernier souffle. Dans les bois déserts, Emily Bennett, 6 ans, serrait son ventre gonflé à 2 mains, sa robe était maculée de BOE, ses cheveux emmêlés, ses yeux rouges et gonflés fixant l'homme debout devant elle. Cet homme était David Bennett, 38 ans, autrefois un ingénieur en construction qualifié. Son visage sculpté était devenu émacié à cause de l'alcool, ses yeux injectés de sang, son souffle chargé de liqueur. Il resta immobile un instant, puis parla d'une voix dure et froide, aussi impitoyable qu'une lame. « Ne m'appelle plus comme ça, je ne peux pas te supporter, tu n'es qu'un fardeau. » Il jeta la valise de vêtements au sol, le fermoir s'ouvrit et les affaires se dispersèrent sur la terre humide. De minuscules robes tachées de BOE se mêlaient au son des sanglots étouffés d'Emily. Elle s'effondra à genoux, ses mains fines tremblant tandis qu'elle ramassait chaque vêtement, pleurant et suppliant. « Je suis désolé, je serai sage, je ne te dérangerai plus papa, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. » David serra plus fort la bouteille d'eau dans sa main, sa respiration saccadée, sa voix rauque traversant le dernier fil fragile entre eux. « Arrête de m'appeler comme ça, je ne supporte pas de t'entendre m'appeler père. J'ai tout perdu à cause de toi, tu as apporté la mort à ta mère, il ne me reste plus rien à quoi me raccrocher. » Emily se figea, ses yeux s'écarquillant à travers le voile de larmes. Elle essaya de s'approcher de lui, sa petite main agrippant l'ourlet de son pantalon. « Je n'ai pas fait mourir maman, elle me manque, tu me manques aussi papa, je veux juste rentrer à la maison. » David recula, retirant violemment sa jambe, ses yeux remplis de tourments. Pendant une fraction de seconde, des souvenirs sont revenus en trombe, sa femme préparant le dîner dans leur petite cuisine, Emily entrant en trottinant pour enrouler ses bras autour de son cou, des rires remplissant une maison rayonnante de lumière. Mais la chaleur fut rapidement étouffée par le froid murmure de Vanessa dans son esprit, traitant la fillette d'ombre de malheur, d'étoile maudite, lui disant que ce n'est qu'en se débarrassant d'elle qu'il trouverait la paix, ce n'est qu'alors que l'âme de sa femme serait libérée. Il retira son pied, son regard brûlant maintenant d'amertume, comme s'il se noyait volontairement dans son propre chagrin. « Tais-toi, je ne veux plus entendre un mot, à partir de ce moment, tu n'es plus ma fille. » Non loin de là, une élégante Rolls-Royce noire s'arrêta le long du chemin de terre. À l'intérieur, Jonathan Reed, 35 ans, vêtu d'un costume blanc impeccable, était assis sur la banquette arrière. C'était un jeune millionnaire dans le monde de l'investissement, connu pour être impitoyable en affaires mais discret dans sa vie privée. Jonathan avait autrefois perdu toute sa famille, son père, sa mère et sa jeune sœur, dans un terrible incendie alors qu'il n'avait que 20 ans. À partir de ce jour, il s'est plongé dans le travail, construisant son propre empire, mais derrière cette façade froide se cachait un cœur qui ne s'était jamais remis. À ce moment précis, les pleurs d'Emily ont percé la vitre de la voiture, brisant l'armure glaciale que Jonathan portait depuis tant d'années. Il entendait chaque plainte, chaque sanglot, comme un poignard planté directement dans ses souvenirs, le souvenir d'un jeune homme impuissant, regardant les flammes engloutir la maison, engloutir la famille qu'il ne pouvait pas sauver. Jonathan se pencha en avant, sa voix rauque mais ferme. « Michael, arrête la voiture. » Michael Torres, 32 ans, l'assistant fidèle de Jonathan, tourna brusquement la tête. « Monsieur Reed, y a-t-il un problème ?» Jonathan ne répondit pas, il ouvrit simplement la portière, ses yeux fixés sur le spectacle d'une petite fille agenouillée aux pieds d'un homme qui s'éloignait déjà. Jonathan sortit, chaque pas lent et lourd, le vent du matin soulevant le bord de sa veste blanche. David remarqua l'étranger qui s'approchait, son visage se contractant, sa voix sèche. « Qui êtes-vous ? Ce ne sont pas vos affaires. » Jonathan s'arrêta à quelques pas, son ton bas mais chaque mot clair.
Qu'est-ce que vous faites à cette petite fille? David laissa échapper un rire amer, ses yeux injectés de sang à cause de l'alcool et des nuits blanches. Ce n'est plus ma fille. Depuis le jour où ma femme est morte, elle n'a été que de la malchance, je ne veux plus la voir. Émilie entendit ces mots et son cœur tendre se brisa. Elle regarda Jonathan, ses yeux remplis de larmes contenant à la fois de la peur et une fragile lueur d'espoir, puis fondit en larmes. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne veux pas rester ici. Jonathan prit une profonde inspiration, en lui résonnant la voix du passé, l'ombre de sa sœur appelant son nom à travers la fumée et les flammes qu'il ne pouvait jamais vaincre. Mais cette fois, il ne se détournerait pas. Jonathan s'avança sans dire un mot, se pencha et souleva Émilie du sol sale. Son petit corps tremblait dans ses bras, mais ses yeux s'accrochaient à son visage comme si c'était la seule bouée de sauvetage qui lui restait. David resta figé, son regard tiraillé, tandis que Jonathan serrait Émilie dans ses bras. À ce moment précis, le destin de Troie avait commencé à changer. Jonathan serra Émilie dans ses bras et se précipita vers la Rolls-Royce garée sous la rangée d'arbres. La petite fille se blottit dans ses bras, ses petites mains agrippant le revers de son costume comme si le fait de lâcher prise signifiait qu'elle serait à nouveau abandonnée. Michael Torres ouvrit immédiatement la portière de la voiture, ses yeux remplis de surprise, mais sans poser de questions. Jonathan déposa doucement Émilie sur la banquette arrière, il sortit un mouchoir de sa poche de poitrine et essuya les traînées de BOE qui maculaient son petit visage. La fillette se pressa contre la vitre, ses lèvres tremblant. Jonathan baissa la voix, veillant à ce qu'elle soit chaleureuse et stable. « Quel est ton nom » La fillette hésita, sa voix se brisant dans sa gorge. « Emily Bennett. » Jonathan se figea un instant, le nom de famille Bennett n'était pas inconnu dans le monde de la construction. David Bennett avait autrefois été un ingénieur respecté. Jonathan avait entendu ce nom mentionné lors de réunions de projet lorsque les gens louaient la précision des plans de David. Et maintenant, ce même nom sortait des lèvres d'un enfant tremblant, tout juste abandonné par l'homme même qui le portait. Soudain, un grand coup frappa la vitre. David pressa sa main contre la vitre de la voiture, ses yeux injectés de sang, sa voix craquelée, déchirée entre le chagrin et une rage bouillonnante. « Vous ne comprenez pas, elle a apporté la mort à ma femme. Dès sa naissance, j'ai tout perdu, je n'en peux plus. » Jonathan tourna ses yeux vifs mais stables, il parla lentement, chaque mot délibéré. « C'est votre fille, pas l'ombre du passé. Ne faites pas porter à ses épaules le poids de ce qui ne lui appartenait pas. » Émilie fondit en larmes, enfouissant son visage dans l'épaule de Jonathan, ses sanglots si brisés qu'il savait qu'il ne pouvait pas rester une seconde de plus. Jonathan fit un signe à Michael. « Allons-y. » La voiture avança, laissant David seul sur le chemin de terre. Il trébucha, ses yeux creux, sa main agrippant une bouteille d'eau avant de la laisser tomber, comme si quelque chose lui avait échappé pour toujours, quelque chose qu'il ne retrouverait jamais. L'hôpital local du Montana brillait de lumières fluorescentes agressives, tandis que Jonathan portait Émilie dans la salle d'urgence. Le couloir était froid, l'odeur forte du désinfectant emplissant l'air. Émilie serrait son ventre, gémissant chaque fois que l'infirmière la touchait. Jonathan ne lâchait jamais sa main, ses yeux lourds d'une peur inexprimée. Une femme d'âge moyen s'approcha, son chemisier blanc soigné, ses cheveux attachés en arrière. Elle se présenta d'une voix ferme et stable qui conservait cependant de la chaleur. « Je suis le docteur Grace Whitman, je suis responsable du service de pédiatrie, laissez-moi examiner l'enfant. » Jonathan fit un léger signe de tête. « S'il vous plaît, aidez-la. » Le docteur Grace se pencha et pressa doucement sa main sur l'abdomen d'Émilie. Émilie laissa échapper un cri, des larmes coulant sur ses joues. Le docteur fronça les sourcils et écrivit rapidement quelques notes sur le dossier. Son abdomen est gonflé, son foie est faible à cause d'une malnutrition prolongée, elle doit être surveillée immédiatement, nous allons effectuer des examens supplémentaires pour déterminer l'étendue complète. Jonathan tenait la petite main d'Émilie, se penchant près d'elle pour lui murmurer. « Tu vas bien, tu n'es plus seule. » Les sanglots d'Émilie secouèrent son corps maigre, mais ses petits doigts s'accrochèrent encore plus fort à sa main, comme si c'était le dernier fil qui la reliait à la vie. Dans le couloir de l'hôpital, David était assis silencieusement sur une vieille chaise en plastique. Il avait secrètement suivi la voiture de Jonathan. Les néons projetaient une lueur pâle sur son visage émacié. De l'intérieur de son manteau, il sortit une petite bouteille de liqueur, sa main tremblant violemment. Il dévissa le bouchon, l'odeur forte lui brûlant le nez.
Inclinant la tête en arrière, il était sur le point de boire, mais ses yeux dérivèrent vers la fenêtre en verre de la salle d'urgence où Émilie était allongée, serrant la main de Jonathan. Cette vision le transperça, faisant trembler la bouteille dans sa main. David se figea, ses doigts tressaillants, de la sueur perlant sur son front. Il ne pouvait pas avaler une seule goutte. Il resta assis là, tremblant comme si le monde entier s'écroulait à nouveau. La bouteille glissa de sa main, roulant sur le sol carrelé avec un bruit sourd dans le couloir sombre, tandis que David enfouissait son visage dans ses mains, le tourment lui déchirant le cœur. La bouteille de vin roula avec un bruit sourd et s'arrêta au pied d'une femme en chaussures plates. Elle se pencha pour la ramasser, ses yeux se tournant vers David, qui fixait le sol. Après une brève pause, elle se précipita vers le service des urgences. Elle se présenta brièvement à l'infirmière, puis entra dans la salle d'attente où Jonathan était assis à côté d'Émilie. La femme semblait avoir environ 50 ans, mince avec des yeux doux mais déterminés. « Je m'appelle Linda Green, je suis la voisine du père et de la fille à Scarsdale. J'ai appelé la police à plusieurs reprises, mais personne ne m'a cru. » Jonathan se leva, observant son attitude fatiguée mais résolue. « Qu'avez-vous vu ?» Linda serra la bouteille dans sa main, puis la posa sur la table, baissant la voix. La fillette était souvent laissée affamée, son ventre la faisait souffrir, et pourtant elle allait toujours à l'école. Un jour, j'ai vu Émilie assise devant sa maison, se tenant le ventre et pleurant avec une boîte à lunch vide. J'ai appelé les services de protection de l'enfance, ils sont venus frapper à la porte, mais David a dit que tout allait bien, puis on m'a dit que j'exagérais. Ces dernières semaines, j'ai remarqué une femme étrange qui allait et venait, parlant sèchement. Depuis lors, David boit encore plus. Émilie leva les yeux vers Linda, tremblant légèrement. Linda lui adressa un doux sourire. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. » Jonathan se rapprocha du lit, posant sa main chaleureuse sur le petit poignet d'Émilie. Il parla lentement, chaque mot délibéré, comme un vœu à lui-même. « Je trouverai un moyen de te protéger. » Cette phrase remua un vieux souvenir. Jonathan se vit à 20 ans, debout derrière le ruban jaune des pompiers, éloigné de sa maison en flammes. Personne ne lui répondit, personne n'essaya de calmer la panique dans ses yeux. Ce sentiment d'abandon était aussi froid que cette nuit dans le couloir de l'hôpital. Il prit une profonde inspiration et laissa le souvenir tomber de ses épaules comme une pierre. La porte s'ouvrit, une femme en costume noir entra dans le couloir, ses cheveux bruns étaient soigneusement épinglés en arrière, ses talons au claquant légèrement sur les carreaux. Elle balaya la pièce du regard, s'arrêtant sur David, un sourire narquois étirant le coin de ses lèvres. « David Bennett, je m'appelle Vanessa Blake, avocate. » Elle lui tendit une carte de visite. « Vous voulez vous sortir des dettes, je suis la seule à pouvoir vous aider, mais la fillette, elle doit rester sous contrôle. Laissez-moi m'occuper de l'aspect juridique. » David leva la tête, ses yeux injectés de sang voilé. « Que voulez-vous dire par rester ? Cela signifie que vous gardez la garde, afin d'empêcher quiconque d'exploiter la situation. Nous allons procéder par le biais du tribunal de la famille de la bonne manière. Je vais remplir les documents, vous signerez quelques documents, et vos dettes seront restructurées en contrepartie. Vous ne laisserez pas l'enfant partir avec un étranger juste à cause d'un moment de pitié. » Vanessa inclina la tête, sa voix glissant dans l'air comme de la soie noire. « Vous me comprenez ? » David regarda Émilie à travers la vitre, sa main trembla, et il ne répondit pas. Vanessa fit volte-face et quitta le couloir d'urgence. En passant devant Jonathan, elle s'arrêta une demi-seconde, ses yeux jetant un coup d'œil rapide sur son costume blanc. Jonathan Reed, n'est-ce pas ? Un millionnaire sans famille qui, soudain, veut être père. La presse va adorer ça. Jonathan répondit lentement, sa voix stable sans s'élever. Si vous voulez parler de la presse, faites-le dehors. Il y a un enfant ici qui a besoin de respirer plus facilement. Vanessa esquissa un demi-sourire, comme si elle prenait note de quelque chose d'amusant. Vous avez le don de dire des choses qui touchent le cœur des gens. Au tribunal, le public applaudira encore plus fort. Elle jeta un regard vers Linda, une voisine comme témoin, quelle mise en scène parfaite. Linda s'avança, son ton calme. Je n'ai pas besoin d'un scénario, j'ai besoin que cette petite fille ait un repas complet. Vanessa ne contesta pas, elle fit un léger signe de tête comme si elle fermait un dossier invisible, puis sortit du couloir, le bruit de ses talons s'évanouissant au loin. À l'intérieur,
Jonathan se tourna vers Émilie, remontant la couverture sur son ventre. Il parla doucement comme pour apaiser une peur qui se rétrécit. « Tiens-moi juste la main, d'accord ?» Émilie hocha la tête, ses petits doigts se serrant un peu plus autour de sa main. À l'extérieur, Vanessa sortit son téléphone, se dirigeant vers la véranda vide où le vent froid s'infiltrait à travers le surplomb. Elle ouvrit ses contacts et composa un numéro. Lorsque la ligne se connecta, sa voix tomba sèche comme une aiguille. « Richard Hale, la proie a mordu à l'hameçon, il est temps de tendre le piège. » Jonathan remonta la couverture sur le ventre d'Émilie, puis fit signe à l'infirmière lorsque le docteur Grace hocha la tête en signe d'approbation pour qu'elle soit surveillée en consultation externe pendant la nuit. Il sortit Émilie de la pièce, avec Michael marchant à ses côtés, tenant le sac de médicaments et les papiers d'instruction. Le couloir sentait toujours le désinfectant, mais la petite main accrochée à la sienne réchauffait chaque pas vers la voiture. L'appartement temporaire de Jonathan à Bowman était au 2e étage, calme et impeccable. La gérante, Clara Owens, une femme dans la quarantaine, lui tendit la carte clé de la chambre et regarda la petite fille avec inquiétude dans les yeux. « Avez-vous besoin que je vous apporte des couvertures supplémentaires pour elle ?»« Merci, juste de l'eau chaude et un peu de porridge suffiront, » répondit Jonathan, sa voix s'adoucissant. Dès qu'ils entrèrent dans l'appartement, Émilie recula et se blottit sous la table de la salle à manger, sa respiration rapide et superficielle. Jonathan s'arrêta, ne se rapprochant ni ne l'appelant. Il posa son manteau sur une chaise, ouvrit son sac et sortit une vieille boîte à musique. Il la remonta et la posa au bord de la table, une mélodie pure commença à jouer, chaque note s'élevant lentement comme de petites lumières dans l'obscurité. Émilie leva les yeux, ses yeux toujours humides, elle murmura, sa voix rauque à cause des pleurs. « Ma mère, elle en avait une comme ça, elle disait que si je la remontais, la nuit ne serait pas aussi effrayante. » Jonathan se figea, sa main suspendue en l'air. Le son familier frappa l'endroit le plus profond de sa poitrine. Il y a des années, dans une pièce en flammes, il avait entendu cet air se briser parmi les poutres qui s'effondraient, sa petite sœur serrait la boîte dans ses bras, appelant son nom avant que tout ne soit englouti par la fumée noire. Jonathan cligna des yeux, força sa respiration à revenir au présent, et laissa le souvenir passer comme une froide rafale de vent. Il s'assit sur le sol en gardant juste assez de distance. « Tu peux rester là aussi longtemps que tu veux. Quand tu te sentiras prête, tout ce que tu auras à faire, c'est tendre la main et je serai là. » Le regard d'Émilie suivit la lente rotation de la boîte à musique. Après un long moment, sa petite main tendit la main et effleura le bord de sa manche. Jonathan ne parla pas, il plaça seulement une serviette chaude et douce dans sa paume. Michael s'avança avec un plateau de porridge. C'est simple, facile à manger. Émilie s'assit au bord de la table et Jonathan lui tint le bol. Elle mangea de petites cuillères, ses yeux toujours fixés sur le doux carillon de la boîte à musique. Entre le léger cliquetis de la cuillère contre le bol, Jonathan parla doucement. « Ce soir, tu dormiras ici. Demain matin, nous retournerons à l'hôpital pour un contrôle. Je serai juste à côté de toi. » Émilie hocha la tête. « Ne pars pas. »« Je suis là, » répondit Jonathan, posant son autre main sur la sienne, « tu n'es plus seul. » Dans l'appartement de location bon marché à la périphérie de la ville, David Bennett s'affala sur le canapé, de la liqueur coulant de l'embouchure de la bouteille, laissant une tache sur le sol. Il serrait un vieux cadre photo, sa main effleurant la joue de la femme sur la photo. « Je suis désolé, j'ai tout perdu, » murmura-t-il, les mots se brisant, coincés dans sa gorge. Un bruit sourd se fit entendre. Une enveloppe avait été glissée par la fente de la porte, glissant sur le sol. David tituba en avant et se pencha pour la ramasser. La couverture portait le logo d'une société financière, le coin supérieur droit estampillé du nom de Richard Hale. À l'intérieur se trouvait un contrat de prêt avec un nouveau calendrier de paiement, une ligne en rouge vif le frappa aux yeux. « Si vous ne signez pas, vous perdez la maison. » Le téléphone sonna, une voix masculine profonde et polie se fit entendre à travers le haut-parleur, directe et douce. « David, c'est Richard, je peux te débarrasser des morts sur ton dos, tout ce que tu as à faire, c'est signer. Le reste, Vanessa s'en chargera au tribunal. Ne laissez pas des étrangers s'enfuir avec votre enfant et exiger ensuite une part de la succession, signez-le. » David se tut, il regarda à travers la fenêtre sale. Dans son esprit défilèrent les dîners que tous les trois partageaient autrefois, les rires de sa fille, l'odeur des cheveux de sa femme après le travail.
puis le souvenir de ce matin revint en trombe, les yeux de sa fille fixés sur un homme étrange comme s'accrochant à la dernière corde de sa vie. Il se mordit la lèvre, le goût métallique montant. « Est-ce vrai, si je signe, je la garderai, vous garderez tout ?» La voix se fit douce comme du velours, tranchante comme une lame, tout sauf le passé. L'appel se termina, la pièce replongea dans le silence, brisé seulement par le bourdonnement régulier du réfrigérateur. David s'assit à la table et tourna à la dernière page. Il prit le stylo, la pointe toucha le papier, sa main tremblant violemment, comme s'il essayait d'écrire un nom qui avait déjà été brûlé dans les flammes. À ce moment précis, une goutte de liqueur tomba du col de la bouteille, se répandant en un petit cercle sur le contrat. David fixa la tâche, ses yeux vides, sa respiration hésitante. Il serra le stylo, la pointe s'enfonçant plus profondément, sa main tremblant toujours de façon incontrôlable, et l'espace vide avant la ligne de signature attendait qu'il décide du sort de sa propre vie. La pointe du stylo s'arrêta une seconde, puis s'enfonça, David signa son nom, le trait tremblant s'étirant sur la ligne comme un mince fil le reliant à un accord qu'il ne comprenait pas lui-même pas pleinement. Le téléphone sonna, Vanessa ne demanda pas comment il allait, elle alla droit au but. « Avez-vous signé ? » ?»« Oui. »« Bien, reposez-vous maintenant, à partir d'ici, je m'en occupe. » La ligne se coupa. David resta immobile, le papier portant toujours l'odeur de l'encre fraîche. Il fixa l'espace vide au-dessus de sa signature, se sentant comme s'il venait de poser le stylo directement sur son propre cœur. Le bureau vitré en hauteur au-dessus de Midone ouvrit ses portes à Vanessa. À l'intérieur, un homme était adossé à un fauteuil en cuir, cravate noire, un léger sourire torve. Richard Hill dans sa début quarantaine, un investisseur bien connu à Manhattan, si poli que personne n'osait poser de questions trop poussées sur l'origine de son argent. Ses yeux semblaient chaleureux lorsqu'il saluait, mais ils devenaient froids chaque fois que l'argent était mentionné. Vanessa posa le dossier sur le bureau, son ton sec. David est faible, facile à contrôler, il a signé. Nous n'avons besoin de la fillette que comme bouclier, quant aux actifs, je m'en occupe. Richard ricana, repoussant la tasse d'espresso. Laissons le millionnaire Jonathan tomber droit dans le piège. La presse adore les hommes riches qui essaient de jouer les héros. Tout ce que nous avons à faire, c'est baisser le rideau au bon moment. Vanessa hocha légèrement la tête. J'ai déjà préparé la requête temporaire. Nous porterons l'affaire devant le tribunal de la famille dès que la santé de la fillette se stabilisera. Richard se pencha en avant. Et David, il joue le rôle du père repentant. Aux yeux du public, il est la victime qui a été manipulée. Richard laissa échapper un rire discret. Ça suffit. Le lendemain matin, Jonathan emmena Emily se promener dans Central Park. Michael suivit à quelques pas derrière, portant une bouteille d'eau et une veste légère. La brise matinale était fraîche, mais Jonathan ne la laissa pas s'éloigner trop loin. Il se pencha pour croiser son regard, parlant doucement. « Voudrais-tu essayer de tenir la ficelle du ballon ?» Emily leva les yeux vers lui toujours hésitante. Jonathan acheta un ballon rouge et attacha la ficelle autour de son petit poignet. Le ballon tira doucement sa main vers le haut, son visage se détendit et un sourire éclata en rire. « C'est si joli. » Jonathan resta immobile pendant quelques secondes. Ce sourire éclaira sa poitrine comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce qui était fermée à clé depuis des années. Ils s'arrêtèrent près du banc de pierre. Emily s'assit au milieu, sa main tenant toujours la ficelle. Jonathan ouvrit le récipient de nourriture molle prescrite par le médecin et lui tendit une cuillère. Michael regarda autour de lui, jetant parfois un coup d'œil à son téléphone. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un groupe de personnes transportant des caméras et des microphones s'approche. Un journaliste s'avança, sa voix pressante. « Monsieur Jonathan Reed, est-ce une sorte de coup de pub caritatif pour dissimuler le scandale de votre entreprise? Essayez-vous d'obtenir la garde juste pour polir votre image, en l'utilisant comme bouclier contre les questions concernant ces transactions commerciales ?» Emily tressaillit et s'accrocha au bras de Jonathan, la cuillère glissant doucement sur le couvercle de la boîte. Jonathan passa son bras autour de ses épaules, ses yeux ne quittant jamais la foule. Question suivante. Sa voix était plate, stable, mais un éclair de colère s'alluma dans son regard. Une autre voix s'éleva. Quelle est votre relation avec le père de l'enfant? Avez-vous interféré dans ses finances? Jonathan garda sa respiration régulière.
Je ne commenterai les finances de personne aujourd'hui. J'emmène un enfant se promener dans le parc, c'est tout. Empêchez-vous la fillette de voir son père biologique? Jonathan regarda droit dans l'objectif. Je suivrai les conseils du médecin au tribunal, et je ferai tout ce qui est le plus sûr pour sa santé. Michael s'avança d'un demi-pas, parlant doucement au journaliste. S'il vous plaît, laissez-leur un peu d'espace, l'enfant est sous traitement. Quelques personnes reculèrent, mais les objectifs restèrent fixés. Émilie se recroquevilla plus profondément, ses lèvres serrées, sa main tremblant tandis qu'elle serrait la ficelle du ballon. Jonathan se pencha près d'elle, murmurant doucement pour qu'elle seule puisse entendre. « Regarde dans mes yeux, respire lentement, tu tiens toujours la ficelle, n'est-ce pas? Elle ne va nulle part. » Émilie inspira, expira, cligna des yeux, puis fit un petit signe de tête, la ficelle était toujours dans sa main. Un homme en costume gris se détacha de la foule. Il ne portait pas de caméra, seulement une enveloppe jaune et un papier agrafé. Sa voix était polie mais ferme. « Monsieur Jonathan Reed. » Jonathan se leva instinctivement, protégeant Émilie derrière lui. « C'est moi. Vous êtes cité à comparaître concernant une audience relative à la garde temporaire déposée par Vanessa Blake au nom de Monsieur David Bennett. » L'homme tendit l'enveloppe. « Veuillez signer ici. » Jonathan jeta un coup d'œil rapide au nom sur le papier, puis prit l'enveloppe. Il fit un court signe de tête sans dire un mot de plus. À côté de lui, Émilie leva les yeux, ses yeux grands ouverts ne comprenant pas ce qui se passait, serrant seulement la ficelle du ballon si fort que le bout de ses doigts devint blanc. Jonathan tint l'enveloppe dans sa main, le papier froid contre sa peau. Il se tourna pour regarder Émilie, puis leva la tête pour faire face à la presse silencieuse. Dans ses yeux, une décision se précisait. Jonathan signa la citation à comparaître, se pencha pour rattacher la ficelle du ballon sur le poignet d'Émilie, puis la prit dans ses bras et se leva. Il parla doucement juste pour qu'elle entende. « Allons-y. » Michael ouvrit la voie, frayant un chemin à travers les sèmes de caméra tandis qu'il les guidait tous les deux à l'extérieur. Quelques jours plus tard, tôt le matin à Manhattan, Jonathan fit passer Émilie par le point de contrôle de sécurité, Michael suivant derrière avec une pile de dossiers dans ses bras. Linda Green était déjà assise au dernier rang, sa main agrippant un sac en tissu usé. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et tout le monde se leva. La juge Patricia Coleman, au début de la cinquantaine, droite et aux yeux calmes, monta sur le banc. Jonathan s'assit à côté d'Émilie, sa grande main recouvrant sa toute petite, son cœur gardant un rythme lent. Émilie prit une inspiration et s'appuya légèrement contre son épaule. L'avocate Vanessa Blake fut la première à se lever, sa voix résonnant claire, confiante et tranchante. Un millionnaire solitaire qui, soudain, accueille l'enfant d'un étranger, ce n'est pas de l'amour, c'est un outil de publicité. Il exploite la vulnérabilité de l'enfant pour polir son image personnelle, l'utilisant comme bouclier contre les questions concernant ses transactions commerciales. Jonathan serra plus fort la main d'Émilie, puis se leva, sa voix était profonde, stable, sans hâte. Si l'amour est un outil, alors pourquoi est-ce que ce n'est que lorsque le cauchemar a frappé que cet enfant a finalement pris ma main pour qu'elle puisse dormir à nouveau? Qui était là pour entendre ses pleurs chaque nuit? Qui l'a emmené chez le médecin lorsque son ventre a gonflé à cause de la faim et de la maladie? Il fit une pause d'un temps, fixant Vanessa du regard. Un outil ne tremble pas, mais cette main tremble parce qu'elle a peur de perdre un enfant qui vient d'apprendre à faire confiance. La juge Coleman inclina la tête. Merci, veuillez vous asseoir. Durant des témoins, Émilie fut invitée à faire une brève déclaration, elle jeta un coup d'œil à Jonathan puis parla doucement mais fermement. Il m'a entendu, personne d'autre ne l'a fait. Vanessa arquéa les sourcils, changeant son approche. Nous demandons la tutelle temporaire pour Monsieur David Bennett, le père biologique, afin de mettre fin à cette garde illégale. De plus, nous demandons à enquêter sur les motifs financiers de Monsieur Jonathan Reed. La porte arrière de la salle d'audience grinça en s'ouvrant. Une femme en costume sombre portant un badge entra avec 2 huissiers. Elle se tint droite et leva un dossier. Votre honneur, je suis la détective Maria Santos, de la division des enquêtes sur les abus financiers et domestiques du NIP. Je soumets des preuves supplémentaires relatives à la pression des dettes et au comportement manipulateur impliquant Monsieur David Bennett. La juge Coleman fit un léger signe de tête. Veuillez faire court. La détective Maria ouvrit sa mallette, sortant des virements imprimés,
des appels enregistrés et un contrat. Sa voix était stable, chaque mot précis. Ce sont des chaînes de transactions liées à Richard Hale, un investisseur privé et sa société financière Satellite. Nous avons des documents liant M. Hale et l'avocate Vanessa Blake montrant la mise en place de contrats de dette avec des conditions défavorables utilisées pour contrôler les décisions de M. David Bennett après la mort de sa femme. Voici des images du couloir de l'immeuble d'habitation montrant l'enveloppe de dette livrée en même temps qu'un appel téléphonique le pressant de signer. Et voici la déclaration de la voisine Linda Green, ainsi que la confirmation du docteur Grace Whitman de la malnutrition prolongée d'Emily. La pièce murmura. Vanessa pressa son front, son mince sourire s'estompant à mi-chemin. Votre honneur, la partie adverse déforme la question, il transforme une dispute concernant la garde en une attaque personnelle. Le prêt de M. Hale était une transaction civile légale. Le ton de Maria ne changea pas. La légalité fait l'objet d'une enquête, mais l'impact est clair. Le contrat de dette a été utilisé comme moyen de pression pour amener M. Bennett à garder la garde de l'enfant malgré les risques pour sa santé. Cela montre une exploitation du chagrin et de la vulnérabilité. La juge Coleman accepta le dossier et feuilleta plusieurs pages. Elle